La titanomachie fait rage. Cette guerre opposant les nouveaux dieux aux titans qui va durer pendant 10 ans. À la base, c'est plus une guerre entre Zeus et Cronos, mais évidemment, les frères et sœurs de Zeus vont s'allier à lui, tandis que du côté de Cronos, eh bien, la grande majorité des titans va le rejoindre. Quand je dis la grande majorité des titans, il faut comprendre que quasi l'ensemble des titans le rejoignent, à l'exception, dans un premier temps, de Rhea et de Métis. Rhea, la mère de Zeus, qui est à l'origine presque de ce conflit, Métis qui a aidé à élever Zeus dans le but effectivement de renverser Cronos. La première question qu'on peut se poser, en tout cas moi je me la suis posée, c'est pourquoi tous les titans se sont-ils alliés à Cronos? En effet, il avait le côté tyrannique qu'avait également son père Ouranos, et en plus il bouffait ses enfants, ce qui clairement, normalement, donne pas trop envie de se mettre de son côté. I'm the bad guy. De plus, on se souvient, quand il s'est libéré, lui ainsi que tous ses frères et sœurs, du ventre de leur mère, il a directement renvoyé les Cyclopes et les Hécatonchires au Tartare. On n'a donc pas le frère le plus sympa non plus, et en qui on peut avoir le plus confiance. Bien la raison pour laquelle ils l'ont rejoint, j'y émets quelques hypothèses. Et je dis j'y parce que effectivement, elles viennent de moi. Thanks, Captain Obvious. Déjà, si on remet en contexte, on a les 5 titans et 6 titanides, frères et sœurs de Cronos, qui ont vécu avec lui enfermés dans l'utérus de leur mère pendant de nombreuses années. Et c'est probablement un traumatisme, ou en tout cas une période de leur vie compliquée qu'ils ont dû vivre ensemble, qui probablement les rapproche. Ensuite, faut pas oublier que Cronos reste leur frère et sœur, et par descendance, l'oncle de tout ce petit monde. Donc il y a un lien de sang existant qui explique en partie cette prise de position. Ensuite, il y a que Cronos est quand même un titan qui a le pouvoir et qui est tyrannique et qui probablement provoque la peur. En tout cas, chez un certain nombre de titans ou de titanides. Et donc, probablement, ça explique aussi le côté du je me range avec lui parce que j'ai pas trop envie de me prendre son courroux en pleine tronche. On a ensuite que Zeus, pour tous ces titans, c'est un parfait inconnu. Ils ne le connaissent absolument pas. Il a grandi tout seul sur le mont Ida, il est le fils de Rhea et de Cronos, mais personne ne l'a jamais vu, personne ne l'a jamais rencontré. Pourquoi se mettre dans le camp d'un inconnu? Les faits sont là, les titans ont rejoint Cronos, et les dieux se sont évidemment alliés entre eux. Ce conflit paraît d'ores et déjà très déséquilibré. Les dieux sont au nombre de 6, puisqu'effectivement, ni Rhea ni Métis ne vont prendre part activement au combat. Eh bien déjà, les titans, si on compte parmi les premiers qui sont arrivés, donc les fils directs de Gaïa et d'Ouranos, ils sont déjà 11, si on enlève Rhea qui du coup n'est pas dans leur camp. Et ensuite, il y a tous leurs enfants qui peuvent se mettre dans la bataille. Donc concrètement, les dieux sont en sous-nombre très clair. Et les titans sont des êtres qui sont extrêmement violents. Les dieux sont représentés de façon un peu noble, c'est-à-dire qu'ils ont, on va dire, le respect de l'adversaire, ce genre de choses, machin. Les titans, pas du tout. S'il faut être violent, s'il faut massacrer, s'il faut torturer, ils le feront. Et cette violence peut également faire pencher la balance encore plus du côté des titans, puisqu'ils n'hésitent pas à être extrêmement violents, barbares, sauvages, ce genre de choses. Les géants, eux, décident de rejoindre le camp des dieux. Pour autant, la force d'un géant sera toujours inférieure à celle d'un titan, donc ça a beau renforcer le camp des dieux, ça les aide à tenir, mais ça ne fait pas pencher la balance de leur côté pour remporter la guerre. Pour autant, les dieux tiennent. Ils tiennent le combat, mais aucun des deux camps n'arrive vraiment à prendre l'avantage, ce qui est déjà un sacré exploit du côté des dieux. C'est alors que deux éléments vont faire complètement changer le cours de cette guerre. Première chose, Épiméthée et Prométhée, fils de Japet, frère d'Atlas, décident de changer de camp. Dans le cours de la guerre, c'est toujours un petit plus qu'on s'accepte d'avoir, c'est pas forcément eux qui vont changer tout le cours de cette guerre, mais c'est un élément important à prendre en compte pour la suite. Ce qui va réellement tout changer, c'est Métis. Donc je vous rappelle cette océanide de la Russe et de la sagesse qui a élevé Zeus sur le mont Ida, va conseiller à Zeus de libérer les Cyclopes et les Hécatonchires qui sont enfermés dans le Tartare. Zeus va donc à leur rencontre et leur propose la liberté perpétuelle si ceux-ci l'aident à vaincre Cronos. Les Cyclopes et les Hécatonchires, qui je vous le rappelle n'ont vu la lumière du soleil qu'à peu près quelques secondes, acceptent, évidemment. Les Cyclopes sont au nombre de 3
Il s'agit d'Argès, la foudre, Stéropès, l'éclair, et Brontès, le tonnerre. Et tout ça, c'est pas fait par hasard. Effectivement, ils vont avoir des pouvoirs électriques qu'ils vont mettre au service de Zeus. En effet, ils vont réussir à forger à partir d'énergie de la foudre. Et c'est cette foudre qui va pouvoir être utilisée par Zeus. En effet, lancée par celui-ci, elle désintègre complètement la cible qu'elle touche. Entre autres, un des plus terribles adversaires de Zeus parmi les titans fut Ménétios, fils de Japet, frère d'Atlas, donc aussi d'Épiméthée, de Prométhée, fut frappé par cette foudre et complètement désintégré. Les hécatonchires, eux, ont pris une position de type catapultesque. C'est-à-dire que armés de leurs 100 bras chacun, cela fait donc un total de 300 bras, ils lancent des rochers en direction des titans. Les titans se retrouvent donc sous une pluie de rochers lancés par 300 bras différents, autant vous dire qu'ils font un peu la tronche. Et avec ça, le cours de la guerre changea radicalement. Les hécatonchires faisaient pleuvoir les rochers sur les titans, tandis que les cyclopes faisaient tomber la foudre au sens naturel du terme, et Zeus pouvait mitrailler, grâce à sa foudre pour le coup fabriquée par les cyclopes, les titans directement qui eux se retrouvaient désintégrés. Et c'est donc au bout de ces 10 ans de combats acharnés que les titans n'en peuvent plus et finissent par demander un cessez-le-feu qui aboutira sur leur soumission complète. Les titans sont vaincus, Zeus récupère donc le pouvoir et il lui faut maintenant s'assurer que ces titans ne puissent plus jamais menacer son règne. Le plus puissant adversaire de Zeus ne fut pas Cronos, comme on pourrait le penser. Il s'agissait d'Atlas. Atlas avait montré une combativité légendaire et un acharnement tel qu'il arrivait à pousser ses frères désespérés au combat alors que les rochers des hécatonchires continuaient de pleuvoir sur leur tête. Et c'est le moment de vous rappeler ce que je vous avais dit dans un des épisodes précédents, où Gaïa avait maudit Japet et Thémis ainsi que toute leur descendance parce que ceux-ci avaient refusé de l'aider à renverser Ouranos. Et cette descendance évidemment, il y a Atlas dedans. Zeus décida de condamner très durement Atlas. Sa condamnation fut de porter la voûte céleste sur ses épaules jusqu'à la fin des temps. On représente souvent Atlas portant le monde, mais effectivement ce n'est pas le monde qu'il porte, c'est bel et bien la voûte céleste. Je vous laisse vous imaginer le poids que fait la voûte céleste, mais concrètement ça permet bien de bloquer Atlas. Celui-ci ne pouvant la déposer, il devient donc complètement inoffensif, bloqué sous celle-ci. Il fut positionné à la jonction entre l'Europe et l'Afrique actuelle, et il a porté les cieux pendant des siècles et des siècles jusqu'à devenir une chaîne de montagnes. Mais comment cela est-il arrivé? Eh bien je vous tease pour un prochain épisode que vous découvrirez en temps et en heure. Pour les autres titans, Zeus va les envoyer dans le Tartare, où ils seront enfermés pour l'éternité avec des châtiments divers et variés, en fonction de leur implication et de leur dangerosité, ou des crimes qu'ils auraient commis à l'encontre des dieux. Par exemple, le crime de Cronos en tant que titan du temps, eh bien c'est de compter chaque seconde jusqu'à la fin des temps. Je ne sais pas au moment où je tourne cette vidéo jusqu'à combien il a compté, mais ça doit être un sacré chiffre. Toutefois, Zeus n'envoya pas tous les titans au Tartare. Évidemment, puisque je vous l'ai indiqué précédemment, certains ont changé de camp en cours de route, d'autres avaient déjà pris position avant même le début de la guerre. Je parle entre autres d'Épiméthée et de Prométhée. Prométhée qui est d'ailleurs devenu un très bon ami de Zeus, qu'il va même récompenser pour ses efforts pendant la guerre. Les Cyclopes, eux, deviennent les forgerons, artificiers et armuriers personnels de Zeus. Les Hécatonchires, quant à eux, sont renvoyés au Tartare. Mais cette fois, ils sont pas renvoyés en tant que prisonniers. En effet, ils se voient attribuer le rôle de gardien des portes du Tartare. Ça arrange un peu probablement tout le monde. Zeus, à l'instar de son père, ne devant toujours pas être très confiant face à la force monstrueuse de ces êtres, et les hécatonchires peuvent eux devenir gardiens de la prison de ceux qui les avaient précédemment enfermés. Mais il faut savoir que du coup tous les titans ou titanides qui n'ont pas participé directement à la guerre ne sont pas envoyés au Tartare, mais pour autant elles ne prennent plus part activement dans le fonctionnement du monde ou dans les prises de décision. Maintenant que Zeus et les dieux ont pu triompher des titans et récupérer le contrôle du monde, il faut redonner tous les rôles qui étaient auparavant possédés par les titans à ces nouveaux dieux. Ceci, on le verra dans un prochain épisode, et cela marque la fin du commencement du monde et le début du règne des dieux olympiens.